Bonjour à C'est tous, parti. ici Piero San Giorgio. J'ai le plaisir ce matin de m'entretenir avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors voilà Nicolas, tu es français, d'origine Oui. française, et tu résides depuis quelques années en Russie. Alors c'est un, c'est un sacré parcours. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à aller en Russie? Oh, ça va être long ça. Alors j'étais policier en France pendant 25 ans et il est arrivé un moment où une goutte d'eau a fait déborder le vase et où j'étais pas rentré dans la police pour faire ce qu'on me demandait de faire. Donc j'ai été dans le bureau du directeur départemental, je lui ai posé mon flingue sur la table, ma carte, et j'ai dit je me casse. Et je suis vraiment parti. Et donc j'avais mon épouse à l'époque, c'est mon ex-épouse qui était russe, et j'ai dit on s'en va en Russie parce que ici j'en ai marre, c'est plus possible. Elle s'était fait agresser dans la rue. Euh, elle avait une fille, bon, je la considérais comme ma fille, qui avait 12-13 ans, donc je la voyais pas bien vivre là. Et puis on est parti à Kazan, voilà, tout simplement. Donc c'était en 2013-2014. Et depuis, ben, je suis à peu près resté en Russie pendant toutes ces années. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît en Russie? Euh, pour faire simple, on vit dans les années 60. Alors moi, je parle pour la Russie des campagnes, hein, parce que je vis à la campagne. Je ne parle pas pour Moscou, Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, les Russes le disent, il y a Moscou, Saint-Pétersbourg et la Russie. Mhm. C'est une maxime qu'ils ont. Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est plus l'Occident, un peu. C'est un peu, ils vivent un peu, ils gardent l'âme russe, ils gardent tout ça, d'accord, mais ils ont une manière de vivre un peu comme à Paris, un peu comme dans les grandes villes. Tandis qu'à la campagne, nous, c'est vraiment ben, ce que je me souvenais de la campagne en Bretagne chez ma grand-mère, dans un petit village, c'est pareil, c'est la même chose. La gentillesse des gens, pas de mensonges. Alors ça fait un bien fou. Il n'y a pas de mensonges. Moi, j'entends jamais de mensonges. Les gens mentent pas parce que s'ils mentent et que ça se sait, ils auraient honte. Et la honte en Russie, c'est super important. Donc les gens mentent pas. Voilà, tout simplement. Euh, si, pour donner un exemple, j'ai déjà vu ça. Un jeune avait volé une bouteille d'alcool dans un supermarché. C'est rare qu'il y ait des vols, hein, mais bon, là, il l'avait fait. Ils n'ont pas appelé la police, ils l'ont pris en photo, ils ont mis la photo sur la porte avec marqué voleur. Et ça s'est su vite. Le téléphone arabe, enfin en russe on dit le téléphone séraphin, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça s'est su très vite, donc la famille, plus personne leur parlait. Enfin bon, c'était la honte, quoi. Donc la honte, c'est hyper important, à tous les niveaux, hein. Si, Mhm. si par exemple quelqu'un de très bien placé fait quelque chose de mal, de la corruption ou autre, il le fait, mais s'il se fait attraper, c'est la honte. Et là, pour lui, c'est pas bon, quoi. Mhm. Voilà. Alors, les réputations, on va parler du négatif d'abord, puis on va revenir sur le positif. Une des réputations qu'a à l'étranger la Russie, tu me diras si c'est une réputation qui est vraie ou pas, peut-être due aux années 90, c'est qu'il y a pas mal de bureaucratie et de corruption. Est-ce que tu as dû faire face à ces deux problèmes lorsque tu t'es installé ou encore aujourd'hui? Pas du tout. Rien du tout. La bureaucratie, un peu. C'est très. Alors, au final, j'en suis arrivé à la conclusion, avec tout ce que j'ai pu voir et vivre en Russie, avec les documents administratifs, avec tout ça. Je, c'est peut-être stupide, mais mon idée, c'est qu'ils n'ont pas le cerveau fabriqué comme nous, pas comme en Occident. C'est-à-dire, pour eux, des choses qui sont logiques, pour moi, ça ne l'est pas. Pour moi, des trucs qui sont logiques, pour eux, ça ne l'est pas. L'administration qui demande des trucs, des fois, c'est totalement illogique et je vois ma femme qui remplit ça sans problème. Parce qu'elle a l'habitude elle sait quoi. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait.
Bah ouais, mais c'est pas logique. Bah oui, mais c'est comme ça. Bon, ça c'est le souci avec l'administration. Ils sont rentrés dans l'ère informatique, alors de plein pied, parce que tout est informatisé presque, hein. Toutes les choses, la médecine, tout, mais pas avec un côté comme on pourrait voir en Occident, où on pense à raison ou à tort que c'est utilisé par d'autres personnes pour faire des choses. Ici, c'est vraiment pour les gens, c'est pas utilisé par quelqu'un d'autre. C'est vraiment très sécurisé. Mais le problème qu'ils ont, c'est qu'en même temps qu'ils font l'informatique, ils font aussi le papier. Donc, ils ont les dossiers informatiques et un dossier comme ça en papier qui fait 3 tonnes. Bon, ça, je trouve ça un peu dommage, mais bon. Et côté corruption, bah non, jamais. J'ai jamais vu ça. J'ai D'accord. jamais vu de corruption. Il y a 10 ans, j'ai vu un truc, une fois. En France, pour avoir mon passeport, il fallait que je donne les documents à la préfecture et un mois après, j'avais mon passeport. En Russie, j'avais besoin d'un document, j'ai été à l'administration, j'ai donné à l'époque 500 roubles et j'ai eu mon document le lendemain. Voilà. C'est le seul truc de corruption si on peut appeler ça de la corruption. Hmm. Non, ça, on ne peut pas appeler ça de la corruption. C'est un Voilà. pourboire. Très bien. Ouais. Alors, tu habites à la campagne Ouais. et tu t'es mis, alors c'est un grand mot, mais on peut dire que tu es un néo-rural, c'est-à-dire que tu t'es installé, et tu essaies de vivre aussi de ton activité à la campagne. Ouais, c'est ça. Alors, Je donne des cours de français par Internet d'accord, à des Russes. Et voilà, je gagne ma vie comme ça. d'accord. Donc l'apprentissage, d'ailleurs, l'apprentissage de la langue russe, ça t'a pris, bon, tu étais déjà marié avec une Russe, donc ça a dû un petit peu aider, mais c'était long, c'était difficile. Mais je sais toujours pas bien parler russe, hein. Si un conseil que je peux donner à quelqu'un qui va se marier avec une Russe ou qui a l'intention de le faire, c'est de parler russe tout le temps et pas parler anglais avec sa femme comme moi je fais. Et on en a pris l'habitude et c'est une catastrophe. Aïe, 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 il faut que je m'y mette. Et on dit allez, on parle russe maintenant, d'accord. Et ça dure 3 minutes et au bout de 3 minutes, soit l'un ou l'autre veut dire quelque chose d'important, et pof, on arrête de parler russe et on repart, et c'est reparti en anglais, ou une espèce de langue qu'on a qui mélange le français, l'anglais et le russe. C'est que personne comprend, que nous on comprend parce qu'on connaît ces mots, mais voilà. Bon. Donc oui, bah voilà, c'est pas simple. Mais après tout, en 10 ans, il faut du temps pour apprendre une langue. Et donc, raconte-nous un petit peu ton aventure dans la ruralité, dans la campagne, parce que comme tu le sais peut-être, moi aussi, j'ai fait cette démarche il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant, de partir à la campagne, de mettre en place une ferme, d'essayer de vivre par mes propres moyens à la campagne, en partie, hein, pas à 100%, parce que j'y arrive pas encore. Et comment tu t'es installé? Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est surtout ça qui intéresse mon audience, je crois. Alors j'ai acheté une maison à 3 500 € dans un village. Donc en Russie, une maison à 3 500 €, c'est une maison où il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'eau courante. Il y a la vie russe de la campagne d'avant. C'était comme ça. Les toilettes sont dehors, un peu comme on avait en France il y a 50 ans, quoi. Et donc voilà, j'ai acheté cette maison, il y a 1 hectare de terre avec. Et puis on fait les travaux petit à petit. Donc l'avantage en Russie, c'est un avantage que je trouve moi, mais en France ça existe aussi, je pense. C'est que là, par exemple, pendant qu'on parle, j'ai 2 cousins qui sont à la cave, là, qui sont en train de bétonner la cave et de faire des parpaings et de refaire des fondations. Ils sont en train de travailler là et ils ont pris, 1 semaine de congé et ils viennent m'aider. Heu, donc ça se passe comme ça. S'il y a un gros problème dans le village, tout le monde vient aider. Heu, on a des heu, ouais, enfin, ça n'a rien à voir avec le sujet ça, mais on a les animaux qui se promènent en liberté partout, un peu comme dans l'Altaï. Ouais, ouais. Moi, mes chèvres sont dehors là avec les bébés, avec les bébés chèvres, les chevreaux, ils sont dehors devant la maison, ils broutent, il y a les vaches qui passent. Alors, bon, bah, faut faire attention parce que si on met du foin dehors, bah, les vaches viennent le manger.
Ça m'est arrivé, mais immédiatement, le propriétaire des vaches est venu avec son tracteur, sa remorque, on a chargé tout dedans, on a mis ça sous le toit de la maison, de la grange, enfin bon, mais comme ça, il vient aider pour faire ça. Sinon, ben voilà, donc la maison, il n'y a pas tout ça. Petit à petit, on installe tout ça. On a fait mettre l'eau l'année dernière. Alors, on a l'eau froide et chaude, pas encore. Toilette, salle de bain, toujours pas. Et donc, on se débrouille comme faisaient nos grands-parents, quoi. L'eau courante, eh ben, c'est un puits qui a été creusé à l'époque soviétique. En fait, c'était un programme qu'il y avait eu à cette époque-là, où je ne sais qui à Moscou avait décidé qu'il voulait que dans tous les villages de Russie, il y ait de l'eau potable. Donc, ils ont envoyé village par village des équipes qui ont creusé des puits très profonds. Et il y en a un, 3 maisons après moi, là. Et donc, je vais tous les 15 jours chercher 45 litres d'eau avec mes bidons. Et puis, suivi avec mes chèvres, mon chien, enfin, tout le monde me suit pour aller là-bas. Mhm. Et je ramène ça à la maison. Puis voilà, on met ça dans un grand pot à lait de 40 litres, là, en alu, là. Et puis, on boit l'eau comme ça. L'installation, ça s'est fait vraiment super facilement. Tout le monde a été sympa avec nous. J'ai vite découvert que j'allais payer 9 € par an de taxes foncières. Je paye 5,56 € d'électricité par mois et 20 € de gaz l'hiver quand il fait moins 35. Donc quand on chauffe bien, quoi. Mhm. Voilà, donc j'ai une maison avec ce qu'on appelle Ruskaya Pechka, c'est-à-dire un four russe qui fait 6 tonnes, où on peut dormir dessus. C'était la place des grands-parents dans le temps. Et donc il y a un endroit où on met le feu à l'intérieur, ça chauffe les briques, et là on peut faire du pain, on peut mettre plein de trucs, des gâteaux, enfin tout ce qu'on veut. Et on a un autre petit four sur le côté qui lui est là pour. Il y a une espèce de chemin de briques dans tout le four en fait, c'est pour ça qu'il est si gros. Et ça chauffe et la chaleur se promène dans tout ça et ça chauffe le mur qui est du four et ça rayonne dans toute la maison. Et voilà. C'est Mhm. comme ça que les gens se chauffaient avant. C'est efficace. C'est efficace, ouais. Quand il fait très très froid l'hiver et qu'on chauffe et qu'il fait que 16, 17 dans la maison, on allume celui-là aussi. D'accord. Donc voilà, ça chauffe pour un bon moment. Ouais, pour 16-17, on met des pulls, puis voilà. Oui. Mais c'est raisonnable. Alors justement, quand tu dis que tu es arrivé avec ton épouse, alors euh, les, euh, les femmes dans le monde entier aiment bien le confort, aiment bien. Comment tu arrives à convaincre, comment tu as convaincu ta femme d'aller aussi dans le monde rural? C'est souvent un souci que Ah ben, les gens le disent. Les gens me font part de leur souci à convaincre leur femme de prendre un mode de vie qui est non urbain, non citadin et moins luxueux. alors, on habitait à Kazan et sa maman était malade du cœur, donc elle habitait dans la ville juste à côté. Et on a juste décidé de venir ici pour l'aider. Donc voilà, on était dans un appartement dans la ville de 32 000 habitants juste à côté où elle habitait, parce qu'elle est décédée maintenant. Et au bout d'un moment, bon bah l'appartement, j'en avais un peu marre, elle aussi. Et on a juste décidé d'acheter une maison, puis de faire des travaux petit à petit, voilà. Et Elena, c'était la vie, elle a connu la vie de l'époque soviétique, quoi, où tout était simple, où tout était. Elle a vu arriver, elle a vu arriver l'électricité, elle a vu arriver le poste radio, la télévision, enfin toutes ces époques-là, quoi. Donc le fait de venir ici, bon ben, chez sa maman, il y avait déjà pas de toilette, donc ben, on s'est débrouillé comme on faisait chez sa maman. Euh, L'eau courante, c'était un petit peu compliqué parce que pour faire la vaisselle, il fallait des grandes gamelles. On en remplissait une d'eau et puis on la vidait dans l'autre et on savonnait. Enfin bon, c'était assez casse-pied. Maintenant qu'on a un évier et l'eau courante, ça c'est génial. Ça fait du bien, quoi.
Il faisait beaucoup moins de tracas. Et puis, non, Elena, il n'y a eu aucun souci. On a décidé ensemble et puis on l'a fait, c'est tout. Il n'y a pas eu à décider. C'était OK, quoi. D'accord. De ce côté-là, c'était bon. Bah, chouette. C'est pas une princesse comme on peut imaginer, les princesses russes, jolies comme. Ah, attention, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas jolie, mais Attention, Ah, si elle écoute. de toute façon, ouais, non, elle n'écoutera pas, comprendra pas. En français, elle comprendra pas. Comme les filles qu'on voit souvent sur les publicités ou tout ça, vous savez, à Moscou, jolie, blonde, les yeux bleus, machin, tout ça. Non, c'est plus une fille de la campagne, Elena, donc c'est très Non, mais bien. de toute façon, je confirme, ma fiancée est jolie, blonde aux yeux bleus et elle adore vivre avec moi à la campagne et faire le Oui. potager et avoir Mais des animaux. et tu sais, il y a un adage russe qui dit que, alors ça amène plusieurs réflexions, ça, ce que je dirai après, mais le, les Russes disent qu'une femme russe, elle peut rentrer dans une maison en feu pour sauver toute sa famille et elle peut arrêter un troupeau de chevaux au galop avec une seule main. Et c'est vrai, en fait. Mm. Une femme russe, elle peut, toi, tu vas forcer comme je sais pas quoi pour ouvrir un bocal de cornichons, tu vas pas y arriver, elle va te le prendre, elle va faire clac. C'est vrai. Et c'est vrai, hein, elles ont des mains, elles ont des belles mains, mais une force, elles doivent avoir des muscles en plus dans les mains, je sais pas. Il y a quelque chose. Ce fameux muscle qui a disparu, que les hommes de Néandertal avaient pour lancer les lances là qu'elles y avaient en plus, elles doivent l'avoir. C'est ce que je lui dis tout le temps. Et de ce fait-là, ça amène une autre réflexion aussi, c'est que la Russie, c'est une société qu'on dit patriarcale, mais qui en fait ne l'est pas du tout. C'est plutôt matriarcal. C'est les femmes qui décident de tout en fait. Mais les hommes peuvent toujours faire les malins. Je vois bien que c'est pas eux qui décident. Elles ont l'art et la manière de que le type il fait ce qu'elles ont demandé. Et je dis toujours une chose aux hommes russes, et ça les fait rire, c'est que si un jour, comme ça, en un claquement de doigts, les femmes disparaissent en Russie, le pays dure 2 semaines. C'est vrai, hein. Euh, De- le- Sans les femmes, ils sont perdus. Une femme russe qui va à l'hôpital, il faut s'occuper des enfants, et ben le type, il va appeler sa belle-mère ou sa mère pour venir. Parce qu'il ne sait pas faire. d'accord. Oui, oui, bah écoute, ça c'est plutôt un bon signe en fait. Et donc autour de ta maison, donc tu t'es installé, donc tu as des chèvres, donc c'est déjà chapeau parce que c'est un animal, je trouve compliqué par rapport à d'autres. Ça a son caractère et ça fait plein de conneries les chèvres en général. Donc voilà. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu Oui, fais d'autre alors? Et qu'est-ce que tu fais avec tes chèvres? Tu fais du lait, du fromage? C'est quoi c'est du quoi lait, ton du fromage, c'est ça. Lait, fromage, comment ça s'appelle? Ma femme fait du. Ça a coupé, non? Je Non, te non, vois non, plus. écoute, J'entends j'attends. plus. Non, c'est Je- bon? je- Donc du lait, du fromage, du ricotta, de la ricotta avec le petit lait. Elena le fait bouillir en plus et ça donne de la ricotta. Euh, En ce moment, non, parce que le lait va pour les bébés en ce moment. Mhm. J'ai des poules, bah, évidemment. Donc pour les œufs, j'ai à peu près 9 à 10 œufs par jour. Donc j'en ai 1000 Ouais. fois trop. Et surtout en ce moment, on n'en mange pas puisqu'on fait la diète orthodoxe. Donc ça finit le 5 mai, Ouais. bientôt, dans 10 jours. Dans 10 jours, on va enfin pouvoir faire des brochettes. Mais pour l'instant, non. Donc on mange pas d'œufs, on boit pas de lait, on fait pas tout ça. Donc je donne un maximum autour de nous, quoi. Mhm. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore? Ben, j'ai des chats, un chien. Et un petit potager. Voilà. Est-ce que Ah tu as... ben, pas petit, il est grand, Ouais. il est assez grand, oui. Il y a un hectare, c'est une grande partie, c'est l'herbe, c'est pour les animaux, mais je vais l'aménager un peu. Là, je suis en train de faire un terrain de boules, et parce que ça, j'ai envie de jouer à la pétanque, ça me manque un peu. Donc, j'ai même quelqu'un qui de France m'envoie du Ricard là. Donc, dès qu'il va faire beau, ça va être Ricard et boules. Et puis, j'ai un grand espace, ça doit faire 350 mètres carrés pour les patates.
Et puis le jardin qu'on a à côté de la maison aussi, pour le reste, pour les salades, pour les tomates, les concombres. Alors, les agurtse, comme on dit, c'est pas des concombres, c'est plus petit et c'est russe. Et la particularité de la Russie, c'est que l'été, fin juin, juillet, août, on va dire aussi septembre, il fait entre 30 et 40 degrés. Mhm. Donc, surtout juillet-août, ça pousse à une vitesse incroyable. Et, euh, et là, les gens ont le temps de rien, quoi. Il faut bosser au jardin, bosser au jardin, bosser au jardin. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il faut récolter en permanence, faire des bocaux pour les garder pour l'hiver, etc. C'est beaucoup de travail, mais après l'hiver, on est bien content de les avoir. C'est sûr. Donc en fait, tu as une approche, même si elle n'emporte pas l'étiquette ou le nom, qui est ce qu'on appelle une approche un peu survivaliste. En fait, quand on est arrivé ici, on voulait être complètement autonome. Mhm. Donc, on avait pensé à des panneaux solaires, etc. Je m'étais renseigné comment on fait avec un panneau solaire quand il fait -45. Alors, en fait, les Russes, ils ont des panneaux solaires autochauffants. Ouais. Le panneau solaire prend de l'énergie pour lui-même et s'autochauffe pour que la glace et la neige fondent. Ouais. Mais il faut quand même ne pas les mettre sur le toit et les mettre dans le jardin pour pouvoir les déneiger au cas où, à la main. Bon, il faut faire tout ça. Et puis, quand j'ai vu ma facture arriver d'électricité à 5,56 €, je me suis dit, est-ce que je vais m'emmerder à faire des panneaux solaires, franchement? Non. Et voilà, donc le gaz, c'est pareil, ça coûte rien. L'énergie en Russie coûte pas cher. Et le vilain dictateur qui dirige la Russie, il a fait quelque chose de vraiment horrible. C'est que il a décrété un jour que les gens à la campagne, comme ils avaient moins de salaire, etc., ben, tout ce qui était énergie, c'était 30% moins cher. Ah, c'est terrible. Voilà, donc c'est super, quoi. Donc il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui s'installent à la campagne pour payer moins cher l'énergie et qui ont des camions et qui livrent dans les grandes villes, quoi. Voilà. Oui, oui, je vois. Alors, tu as un canal YouTube qui a beaucoup de gens qui s'y abonnent en ce moment et qui est sympa. C'est comme ça que je t'ai Mhm. connu. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à partager un petit peu sur YouTube tes expériences? Alors, pour dire la vérité, j'avais pas l'intention de faire ça du tout. Et puis, je voulais pas faire de canal YouTube. Puis un jour, je vais sur YouTube et je vois une vidéo d'un Français qui est à Moscou, je ne vais pas dire son nom. Et dans sa vidéo, il dit que à la campagne en Russie, il faut pas y aller, c'est horrible, il y a 80% de chances de se faire tuer d'un coup de couteau, etc. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il est pas bien dans sa tête. Et du coup, j'ai commencé à regarder YouTube et j'ai vu que c'était assez facile d'ouvrir une chaîne, en fait. Et puis j'ai commencé à faire des vidéos pour expliquer que la campagne russe, c'est pas du tout horrible, c'est génial, au contraire. On est libre, mais ça, faut que les gens le comprennent. Par rapport à la France, j'ai jamais été aussi libre qu'ici. Je peux faire tout ce que je veux. Pourquoi? Parce que rien ne coûte cher. Si j'ai envie d'aller dans l'Altaï demain, je prends ma voiture, l'essence coûte 50 centimes du litre, je vais dans l'Altaï, je vais passer une semaine là-bas, ça coûte moins de 20 euros, ça se trouve même moins de 15 euros la nuit dans un gîte. Enfin bon, on peut tout faire, quoi. Je peux aller faire du bateau sur la Volga. Je peux. Là, avec ce que j'ai gagné sur YouTube, eh ben, je me suis acheté une petite moto. Voilà. J'en ai rêvé toute ma vie. Ben, en France, j'aurais jamais pu le faire. Ben, voilà, ici, je l'ai fait. Euh, on est libre de faire tout ce qu'on veut, quoi. Vraiment, vraiment. Personne ne vient jamais contrôler ce que je fais, regarder ce que je fais. Euh, non, non. Alors Au justement, contraire, tout le monde est bienveillant. tu parlais de coups de couteau. Alors, bon, la défense ou éventuellement la chasse. Toi, donc, tu es un ancien policier. Tu connais les armes. C'est facile d'obtenir un permis. Enfin, s'il faut même un permis de chasse, obtenir un fusil, une arme à feu. Comment ça se passe en Russie pour cet aspect-là? Eh ben, il faut passer un permis. Il faut avoir le permis. Donc, pour les Russes, ça va. Pour les étrangers, bah, c'est en russe. Donc, c'est un peu plus compliqué.
D'accord. Mais une fois qu'on a le permis, bah, on achète une arme et puis il y a des règles à la maison. Alors j'ai mon beau-frère, le frère d'Elena qui chasse, enfin les 2 frères même qui chassent. Donc j'ai vu un peu comment ça se passait. Donc eux, ils ont le permis pour le permis du premier niveau, c'est-à-dire les oiseaux, donc les canards, les perdrix, et cetera. Pas les sangliers, pas les élans, pas les ours, pas tout ça. Et donc on doit avoir à la maison une sorte de coffre-fort ou une armoire très bien fermée et le fusil doit être dedans, fermé à clé, déchargé, et cetera. Les munitions dans un autre endroit, enfin vraiment c'est sérieux. Et une fois par an, la police vient faire un contrôle inopiné. La police vient et bonjour, on vient voir où est le fusil, bah rentrez et puis hop, voilà, bah, ils viennent le soir évidemment quand les gens sont à la maison et bah, ils constatent que le fusil est bien dans une armoire et voilà et ils rigolent pas avec ça, hein, les tous les gens que je connais qui sachent, qui chassent, oui, ont une arme à la maison et ils respectent les règles, les vraies règles, quoi. Et pour la pêche, c'est la même chose, mais la pêche, il faut un permis aussi, mais personne passe le permis, en fait. D'accord. Moi-même, quand je vais à la pêche, j'ai pas de permis de pêche, quoi. D'accord. On va à la Oui, pêche et on pêche, c'est tout. on oublie de dire, il y a énormément de rivières, de fleuves, mais aussi d'étangs et de lacs, même tout petits, où il y a beaucoup de poissons aussi. Ouais. Entre ça et Ouais. les champignons, il y a de quoi manger. Oh bah, les champignons, c'est incroyable. Je vais au bout de mon champ, il y a une espèce de zone avec que j'ai déjà filmé d'ailleurs sur mes vidéos, une espèce de zone avec des jeux pour les enfants. Et juste sur cette zone, j'ai ramassé 7 kilos de ce qu'on appelle masliata. C'est comme des cèpes, plus petits et un peu huileux. Mhm. Voilà. C'est grippe, hein, je J'ai crois, ra- champignon en russe. gribé. Gribe. Gribe, ok. Gribe. Ok, ouais, c'est super bon. J'adore ça. Et ils en font des conserves. Ah bah oui, 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 oui. Puis les Donc, cèpes, c'est pareil. Alors, les cèpes, quand c'est la saison des cèpes, qui est de juillet jusqu'à novembre, quand il commence à faire froid, mhm. si on veut pas s'embêter, c'est partout comme ça, dans toute la Russie. On va en voiture là où il y a des forêts à champignons, et sur le bord des routes, il y a toujours des gens qui sont là avec des seaux qui, pour 500 roubles, on va dire, vendent le seau rempli de cèpes. Ils donnent le seau avec, et, hop, et on part avec des champignons. C'est incroyable. C'est super. Quels sont les... Bon, alors justement, sur ton canal, tu as eu beaucoup de succès aussi. On va peut-être... Je ne sais pas si c'est un sujet important pour ma communauté, mais tu as eu beaucoup de succès aussi depuis cette opération spéciale, cette guerre en Ukraine, qui me rend très triste de voir nos cousins slaves se tuer entre eux, malheureusement. Enfin, c'est surtout les Ukrainiens qui prennent, mais enfin bon. Euh, enfin, c'est comme ça. Tu as eu beaucoup de succès parce que tu donnes le point de vue aussi de la ruralité russe, des villages russes voilà, comment est-ce que, en général, dans les villages russes, on vit une guerre, voilà, qui a lieu. Alors, je sais qu'en Russie, on dit opération spéciale, très bien. Enfin, voilà, un conflit est-ce qu'il y a eu une évolution dans la pensée des gens dans le village? Non, pas d'évolution, toujours la même. Depuis le début, j'ai jamais entendu autre chose. Tout le monde soutient tout ce que fait le gouvernement, tout le monde soutient l'armée. Moi, je participe à... Alors, les gens sur ma chaîne m'envoient des dons. Ces dons que je les accumule et une fois par mois en général, ou 2 mois, ça dépend quand il y a des réunions, je vais donner tout ça à une association de femmes et de mères de soldats qui achètent avec ça, par exemple, de la laine, du tissu pour faire des bonnets, des gants, des chaussettes. Bon, ça c'était pour l'hiver. Là, en ce moment, les soldats leur ont demandé pour les zones de repos, pas là où ils se battent, mais parce qu'ils ont ce qu'il faut, mais pour la zone de repos, si les mamans et les femmes, leurs femmes pouvaient faire des filets de camouflage. Donc j'ai emmené l'argent il y a 2 ou 3 jours là. Et puis bah, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc elles m'ont montré là où elles faisaient les filets, etc. Tout le monde était content. Euh, les mamans, il y en a plusieurs qui pleuraient parce que enfin, c'est super important pour elles parce que elles voient qu'elles sont pas toutes seules en fait, qu'il y a des gens dans le monde, notamment en France. Alors la France, pays que les Russes
adore, hein, c'est même pas aimer, c'est vraiment adorer. Que les gens pensent à elle, quoi, que c'est pas que tout le monde n'est pas contre la Russie ou tout ça, non. Et au contraire, bien au contraire. Donc il y a les gens qui m'envoient des sous, ils m'envoient aussi des messages que je traduis et qu'on leur lit. Donc il y a plein de trucs qui parlent des soldats qui défendent la liberté, la partie libre du monde aujourd'hui, quoi, parce que en fait tout s'est inversé. L'URSS c'est devenu l'Europe et puis la liberté c'est devenu de ce côté-là, quoi. C'est devenu où je suis là. Voilà, donc les gens ils voient. Il y a deux sortes de pensées. Il y a la pensée, on va dire Poutine, c'est-à-dire réfléchir, etc., etc., réfléchir, penser à tout ça, avoir un coup d'avance en permanence. Ça, c'est 20% des gens. Et les 80% qui restent, c'est la pensée des autres hommes politiques russes, qui est si c'était eux qui étaient au pouvoir et non pas Poutine, il y a longtemps que la France aurait reçu des missiles supersoniques sur toutes les usines qui produisent le canon César, tout ça, qui tuent leurs enfants, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, Ce voilà. serait pas idiot. Donc, c'est ce que les gens voudraient. Mais on a un président ici qui réfléchit et qui pense à après. Ah oui. Euh, et je pense enfin bon, s'il a été élu à 85%, et j'avais aussi fait une vidéo là-dessus, j'avais été avec ma femme pour le vote, pour bien montrer qu'il n'y avait pas des soldats qui la poussaient à voter. Enfin bon, c'était un vote tout à fait comme en France, la même chose, hein, la même chose. On va dans un isoloir, on note ce qu'on veut, on ferme, et puis après on met ça dans l'urne, et puis voilà. Ouais. Et puis donc les gens ont soutenu complètement parce que déjà depuis l'enfance, un Russe, il est élevé au patriotisme. Il est élevé à aimer son pays, il est élevé à aimer son drapeau. Moi, je me souviens en France, quand j'étais policier, des cas où c'était limite si on ne traitait pas de nazi quelqu'un qui avait le drapeau français chez lui. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça me dégoûtait, quoi, de voir ça. Sûr. Ici, c'est pas comme ça. Voilà. Les gens, ils ont l'amour de leur pays, ils ont l'amour de leur famille, ils ont l'amour ils font tout pour leurs jeunes qui sont sur le front, évidemment. Moi, j'ai deux neveux qui sont là-bas, donc je leur écris souvent. Et puis eux aussi, d'ailleurs, et je donne souvent des nouvelles, d'ailleurs, sur ma chaîne, alors évidemment, sans dire où c'est exactement, sans dire, parce que Sûr. normalement, ils n'ont pas le droit de me dire plein de choses, mais il n'y a pas que eux qui me disent des choses. D'ailleurs, il y a d'autres qui viennent en permission, puis qui disent deux, trois trucs. Alors moi, je dis rien, mais je note dans mon cerveau, et puis je retranscris ça après. Mais voilà, il faut faire attention à tout ça parce qu'avec les technologies actuelles, ils peuvent savoir où c'est, etc. Enfin bon, c'est pas très important. Euh, donc voilà, donc les gens à la campagne, ils soutiennent ça complètement. Je n'entends jamais, jamais, jamais quelqu'un dire bon, quand est-ce que ça finit cette opération spéciale? Et j'entends toujours dire c'est quand qu'on gagne? C'est quand qu'on a la victoire? Mhm, mhm, C'est même pas une option de ne pas l'avoir. mhm. Très bien. Donc voilà ce qu'ils pensent. Est-ce que pour quelqu'un, un Français ou un Européen qui voudrait venir vivre en Russie, quelles sont les étapes majeures et les conseils que tu leur donnerais? J'ai pas compris, ça a coupé. Pour Quels sont les... pour un Français ou un Européen qui voudrait venir vivre en Russie, quelles sont les étapes majeures et les Ah, conseils que tu leur donnerais? la Russie, c'est absolument pas la France. C'est-à-dire, c'est très compliqué de venir y vivre. Si on est marié avec une Russe, ça aide beaucoup, déjà. Ça, on est... Le problème, c'est les quotas, en fait. Il y a des quotas. Ils remettent un nombre de quotas, par exemple, pour travailleurs, pour gens qui viennent travailler par an. Quand les quotas sont finis, c'est fini. Et ils sont pas énormes. Par contre, quand on est marié avec une Russe, on est hors quota. Donc là, on fait les papiers sans les quotas. Donc ça, c'est déjà énorme. Euh, Moi, je pense que la meilleure solution, mais je ne suis pas un spécialiste de ça, mais c'est ce que j'ai fait il y a 10 ans, donc je pense que ça fonctionne toujours, c'est de venir en Russie,
d'ouvrir une entreprise. Ça se fait en une demi-journée, quoi. C'est vraiment très simple. Même un touriste peut le faire, on peut ouvrir une entreprise. Et une fois que l'entreprise, alors, c'est un peu plus long. Il faut déjà, premièrement, trouver quelqu'un en qui on a confiance et qui parle soit français, soit anglais. Une fois qu'on a cette personne, ça se trouve, hein, pas le premier jour évidemment qu'on arrive comme touriste, mais en discutant, en parlant, en se faisant un peu des amis, et cetera, on découvre des gens. Cette personne, évidemment, il faut la payer, parce qu'en Russie, tout se paye, rien ne se fait gratuitement. Il faut la payer parce que si vous pouvez ne pas la payer, mais si vous ne la payez pas, la prochaine fois que vous lui demanderez un truc, il dira: «Non, j'ai pas le temps». Voilà. Donc il faut la payer. Qu'est-ce que va faire cette personne? Elle va ouvrir la société avec vous, elle va faire les papiers qui sont hyper, chiants à faire. Une fois que les papiers sont faits, il faut absolument, c'est obligatoire, nommer un directeur russe ou résident russe, comme moi, par exemple. Moi, je suis résident en Russie, donc il faut nommer quelqu'un comme ça, qui est officiellement habitant en Russie. C'est obligatoire. Une fois qu'on a créé la société, on repart en France avec une invitation pour redemander un visa pour revenir comme travailleur pour cette société, qui est peut-être votre société, mais qui est quand même une société de l'État russe, quand même, qui est une société russe. Donc, cette société russe vous invite à travailler. Et là, vous avez un visa d'1 an à peu près pour travailler. Et au bout de ces 1 an, vous pouvez demander le papier de résident temporaire pour 3 ans. Et puis après, bah, ça se fait tout seul, temporaire, et après définitif, et après le passeport, peut-être plus tard. Enfin, il faut vivre au moins 10 ou 15 ans en Russie, je crois, pour le passeport, si on n'est pas marié. Si on est marié, c'est bon. D'accord. Voilà, donc c'est le cheminement à peu près que je conseille pour l'instant, parce que les autres cheminements qui existaient, ça n'existe plus trop, ça se fait moins, c'est plus compliqué. Il y en avait un qui disait que un touriste vient, il vient 1 fois, il vient 2 fois, il vient 3 fois, il achète une maison, et la 4e fois qu'il vient en vacances, il peut demander à rester, parce qu'il est propriétaire, parce que ça fait 4 fois qu'il vient, parce que ça. Alors ça peut se faire, mais c'est dans les quotas. Il faut le D'accord. faire en janvier, février, quoi. Parce Mhm. qu'après, je pense que fin février, début mars, les quotas sont pleins, c'est fini, terminé. Ouais, 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 ouais. Ah, intéressant. Intéressant. En tout cas, c'est un pays qui fait rêver de plus en plus. La propagande anti-russe qui est présente en Occident, elle ne marche pas. Elle marche chez certains, bien sûr, mais c'est les mêmes qui se sont fait piquer, c'est les mêmes Oui, qui, oui, oui. c'est les mêmes qui soutiennent l'Ukraine. Voilà. Bah, ok, on peut rien faire pour eux, c'est des maladies incurables. Mais pour la plupart des gens, il y a une compréhension que si on nous ment, ça veut dire que la réalité, c'est l'inverse. Et que probablement, c'est un pays qui mérite d'être visité. Est-ce qu'aujourd'hui, alors c'est une période un peu difficile, mais est-ce que pour découvrir la Russie, on peut venir en tant que touriste facilement? Ah oui, oui, complètement. Il n'y a aucun problème, zéro problème. Heu, Facilement, le seul truc qui a changé, franchement, c'est le voyage. Mhm. Paris-Moscou, ça n'existe plus. Il faut faire soit Paris-Istanbul, Istanbul-Moscou, soit Paris-Yerevan, Yerevan-Moscou, soit Paris-Riga et Riga-Moscou en bus. D'accord. C'est le moins cher. C'est ça Ouais. c'est 80 € et 80 €, je crois, 160 pour le voyage. Voilà, c'est le seul truc qui change. Et puis, voilà, sinon, les gens sont les bienvenus, sont bien reçus. C'est pas parce que si on arrive quelque part et qu'on dit qu'on est français, il n'y aura aucun problème. Ouais. Moi, j'ai eu un problème une fois en 10 ans avec un con, quoi, parce qu'il y a toujours des cons. Ouais, ouais. Ma femme, le type entend que je commande des tubes en PVC. Ma femme va dehors pour voir le type du sclat. Comment on dit en français? Il y a des mots que j'oublie complètement maintenant. De la réserve du magasin. Et il dit: «Est-ce que vous pouvez venir m'aider?» Et là, le type qui a entendu dans le magasin, il sort et il passe derrière ma femme et il dit: «Bah, de toute façon, si c'est pour un Français, moi, j'aiderai pas». Et Elena me dit ça, je l'ai rattrapé, le gars. Et je dis: «Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu crois que je vis ici, moi? C'est parce que j'aime pas la Russie, tu crois?» Bon, «Ah bah non, je voulais pas dire ça», mais bon, voilà, c'est le seul truc que j'ai eu. Ok. Bon, ça va.
Ça va. Sinon c'est le contraire. Sinon, Tout à c'est que de fait. la gentillesse. Et les Russes aiment énormément la France. Voilà. On le ressent très très bien quand on est, tu vois, dans l'Altaï, on fait on cuisine français dans le petit hôtel que je possède là-bas et que je fais gérer par un partenaire français. Et les gens viennent aussi, enfin, ils viennent surtout pour la nature et l'aspect incroyablement sauvage et beau de la région, mais, euh, mais ils viennent Ah oui, aussi c'est parce que super. c'est des clients, c'est des clients russes hein, qu'on a. Ils viennent, les chinois, mais surtout russes, pour aussi avoir la cuisine française dans les montagnes. Donc c'est assez sympa, donc ils apprécient l'hospitalité française. Euh, Nicolas, ben, merci beaucoup. Alors je mettrai le lien de ta chaîne YouTube. Est-ce que tu as d'autres liens que tu voudrais partager avec nos auditeurs? Non, bah, j'ai le canal Telegram, j'en ai deux. Il y en a un avec le chat et l'autre sans, où c'est juste les vidéos, les infos, les trucs comme ça. Voilà, et puis on est à peu près, on est plusieurs en Russie à avoir des chaînes comme ça, tous avec le même but de réinformer suite aux mensonges qui sont dits en France, quoi, parce que c'est comme ça. Donc il y a Christelle Néant et puis Xavier Moreau Ils sont deux qui ont amis. des chaînes très intéressantes. Bien sûr, Comment? ces deux amis que je connais personnellement, je les salue volontiers. D'accord. Je les connais bien. Mm. Voilà, bah, voilà. Xavier Moreau moins, mais Christelle, on se contacte une fois par semaine, moi. Ouais, Enfin très bon, sympa. on se connaît depuis très longtemps. Ouais. Bon voilà, ça c'est des chaînes que les gens peuvent suivre aussi s'ils veulent entendre la vérité sur ce qui se passe, Tout à fait. parce que comme j'ai dit, et c'est très très important, le mensonge en Russie, c'est pas du tout à la mode. Ah non. Donc en général, je vais essayer de prendre de la hauteur dans ce que je vais dire, sans parti pris, sans rien. Je vous jure que là, je n'en mets pas du tout, alors que j'aime énormément la Russie, évidemment. Mais quand j'entends ce qu'on dit en France, c'est systématiquement, enfin, à 80% des mensonges. Et quand j'entends les journalistes russes ou le président qui disent des choses, je constate par moi-même, autant par mes neveux qui sont sur le front, autant par mes amis, autant par tout ça, que ce qu'ils ont dit, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non, Voilà. non. Alors après, Ouais. Est-ce qu'un petit message pour conclure, un petit message pour nos auditeurs en Europe, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour rebâtir l'amitié entre les peuples d'Europe et russes? eh ben, j'ai un projet, moi, c'est de revenir en France pour être dictateur bienveillant. Ah bah, tu es bienvenu à mon avis. Mais ça va être terrible. Mais je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut un dictateur bienveillant. Il faut la démocratie, tout ça, c'est foutu. Ils ont trop manipulé tout ça. C'est mort. Il faut quelqu'un qui arrive et qui soit capable de taper du poing sur la table en disant maintenant, c'est comme ça qu'on fait. Et tout en ayant à l'esprit en permanence qu'il fait tout ça pour le bien de sa population. Parce que moi, ce que je vois depuis qu'il y a les derniers présidents, là, c'est qu'ils n'ont absolument rien fait pour les Français. L'inverse, détruit des choses, vendu des grandes entreprises, détruit la sécu, détruit tout ça, détruit le chômage, détruit tout ce qui a été fait après la Deuxième Guerre mondiale, Ouais. mais rien pour la population. Donc il faut quelqu'un, je pense, mais je ne sais pas qui. Pour l'instant, je ne vois pas de gens, à part moi, je ne vois pas trop. Mais, mais je ne viendrai pas en France. Ou alors, voilà, je peux faire ça, mais par Skype, alors, pas plus. Hein. Ah, oui. Et, et en fait, voilà. Et je voulais aussi dire une petite chose que j'ai dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps, mais qu'il est important que les Français entendent pour qu'ils voient dans quel monde ils vivent. En 2014, j'étais en Russie et j'allais tous les jours voir mon meilleur copain qui était directeur de l'hôtel Marriott. Et donc, on passait toutes les journées ensemble, le soir, le dîner, etc. Et il y avait beaucoup de Français qui étaient là dans l'hôtel. Il y avait des Français de chez EDF, il y avait des Français d'Airbus, il y avait des Français d'une compagnie d'hélicoptères dont je ne me souviens jamais du nom. Il y avait des Français de Renault. Il y avait tous ces gens-là. Et puis, quand les premières sanctions sont arrivées contre la Russie,
les grandes entreprises sont parties de Russie. Donc tous ces gens ont quitté l'hôtel. Alors on a fait une soirée, bon bah au revoir, j'espère qu'on reviendra un jour, etc., etc. Très sympa, des gens très sympas, et ils sont partis. Et ben je vous jure que c'est vrai, mais une semaine après, l'hôtel s'est rempli d'Américains. Mhm. C'est-à-dire General Electric, Lockheed, je sais plus quoi, Sikorsky pour les hélicoptères, donc General Electric à la place d'EDF, ils ont tous pris la place des Français. Là, c'est clair. Les Américains qui avaient fait les sanctions, qui avaient poussé l'Europe à faire les sanctions. Ah, il n'y a pas J'ai de plein mal. d'anecdotes comme ça. Quand j'étais... C'est Hein? hein, c'est terrible. Ça, on est vraiment les dindons de la farce, hein, c'est clair. Ah bah, quand tu vois ça, c'est complet. Moi, quand j'étais policier, j'ai participé à cette affaire où, à côté de l'Élysée, il y avait un immeuble avec 2 étages en plus, 2 faux étages qui étaient faits avec des toiles. En fait, c'était la même peinture que Ah le oui, reste de l'immeuble, mais il y avait 2 étages de plus. Et en fait, c'était des entêtes de la NSA pour écouter tout ce que Mitterrand disait. oui, oui, c'est connu. Oui. Ah oui. Voilà. On en a entendu parler de ça? Un petit peu, mais pas trop, hein. Bah, Mitterrand, là, que je porte pas forcément dans mon cœur, mais au moins il a eu le courage de le dire, hein. Dit que l'ennemi avec lequel le pays était en guerre, c'était les États-Unis. Et que Oui, cette oui, guerre, elle c'est était ça. cachée, elle était sournoise, mais même lui l'avouait. Enfin, quand il était au bord de casser sa pipe, hein, évidemment, il a attendu. Mais bon. Ouais. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Alors, Oui, pardon. oui. Vas-y, Non, vas-y. non, je voulais juste dire, quand on parle de Mitterrand, que les gens les plus importants pour les Russes, c'est le général de Gaulle, Napoléon et les pilotes du Normandie-Niemen. Voilà, ça, Ah c'est bon, les gens que tous les Russes respectent énormément. c'est sûr. Avec Xavier Moreau, on va souvent dans ce petit bar-restaurant à Moscou, qui s'appelle le Normandie-Niemen, qui est tenu par des Français. En tout cas, j'y allais il y a encore 3 4 ans. Et oui, oui, je vois bien que ça a marqué les Russes, comme quoi hein, une petite poignée de gens courageux, ça peut créer des liens entre des nations Voilà, oui, oui, pendant très longtemps. exactement. Donc, ce que tu Et fais n'est il pas... y a une unité. Oui, oui, mais je fais ça pour ça aussi, hein. C'est le but, hein. Et il y a une unité avec des Français qui est en ce moment dans l'armée russe qui s'appelle Normandie-Niemen aussi. Excellent, excellent. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je mettrai évidemment tous les liens sous le descriptif de la vidéo. Et puis, on espère que une fois que la paix revient, et on espère qu'elle revient vite, après la victoire, hein, bien sûr, parce que bon, Bien sûr, bah, bien le sûr. camp du Bah, bien, bien sûr. le camp du bien, le camp du mal, hein, parce qu'il faut que ce soit des paix durables Ben, surtout. ça serait bien, voilà, ça serait bien que ça soit le camp du bien partout. Mais bon, Ah, il faut patience, patience. Il faut savoir être patient. En tout cas, merci ça beaucoup va être et long. puis, on te souhaite une bonne continuation en Russie, Bah, pareillement. comme on dit en Suisse, tout de bon. Et puis, bien, à une prochaine. Merci beaucoup. À plus tard. Alors, comment on arrête?